Et de 4 pour le tribunal de l'actualité de cette semaine. Nous sommes à l'avant-dernière convocation justement du tribunal. Convocation pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de cette instance. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, comme promis, nous allons nous intéresser une fois de plus à l'actualité portant justement sur les conclusions du dialogue politique qui s'est achevé le 28 septembre dernier. Retour sur les points consensuels et également retour sur les points d'achoppement. Et nous aurons le regard de l'opposition politique et à la barre ce matin, Maître Gilbert Noël Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Messieurs les juges, bonjour chers auditeurs. Alors vous êtes le président de l'ADF-RDA, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous avez également été coprésident du dialogue politique, c'est justement à ce titre-là qu'on vous reçoit ce matin. Donc avec vous, on va revenir un peu sur les conclusions de ce cadre d'échange avec l'opposition et la majorité, mais ça sera après cette première virgule, les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Alors, ce qui retient mon attention, c'est l'annonce hier de la démission du médiateur du Faso, Saran Sérémé, qui aura marqué effectivement, comment on appelle ça, le médiateur, par son style. Parce que c'était pratiquement, je dirais, la première fois où quelqu'un de politiquement affiché et très bien assumé prenne les charges de médiateur du Faso, parce qu'elle était présidente de son parti politique, elle a été plusieurs fois députée à l'Assemblée nationale, donc c'est beaucoup plus une personnalité politique que, voilà. Donc c'est elle qui avait été effectivement désignée comme médiateur du Faso, donc qui a fait 4 ans et puis qui rend sa démission. Il y a beaucoup de commentaires, pour certains rentrent dans le gouvernement, pour d'autres elle part ici, mais bon voilà. C'est vrai que, je dis bien, elle a marqué le médiateur du Faso à travers son style bien particulier, un cortège parfois impressionnant, une armée d'activistes qui est vraiment à son service pour relayer les informations, mais aussi pour veiller jalousement sur l'image de celle qu'ils appellent la maman nationale. En tout cas, c'est vraiment son style particulier à elle. Donc, elle rend sa démission, mais bon, en attendant, elle reste en poste parce que la loi organique du médiateur du Faso est claire. Donc, elle reste jusqu'à la nomination de son remplaçant ou de sa remplaçante. Donc, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée. Donc, démission, mais bon, pour le moment, en tout cas, elle est là, mais bon. En termes de bilan, je pense que certainement elle aura aussi le temps de le faire. Elle a tenté de réconcilier certains du privé comme du public. On retient que le dossier Euro-BIB est passé par là. On retiendrait également que quand c'était tendu au niveau de la fonction publique, elle a tenté entre les partisans du Fonds commun, donc c'est-à-dire les syndicats de Minfid et Rosine Souris en son temps, ça n'avait pas marché parce que c'est vrai que ça n'a pas abouti. Il y avait aussi le dossier Apollinaire Compaoré où Apollinaire y est allé pour demander soutien pour l'aider à laver son honneur et son image. Et bien d'autres dossiers où il y a eu moins de médiatisation ou pratiquement pas de médiatisation. Donc je cite pêle-mêle, c'est un grand dossier. Donc c'est une fin de mission qu'elle s'est imposée parce que ces 5 ans non renouvelables, mais elle n'a pas bouclé les 5 ans. Où est-ce qu'elle va déposer ses baluchons? Bon, là, on attendra de voir, ou bien elle sera appelée à d'autres fonctions, soit nationales ou hors du Burkina. Je dis tout ça, on ne sait pas. Donc c'était ce que j'avais comme avant-propos. Merci, juge Bougma. Juge Vaha. Oui, merci président. Moi, mon avant-propos va concerner cette rencontre de mardi, 8 mois, mais avant, petit commentaire de ce que Bernard disait. Je pense aussi que pour ceux qui regardent et observent notre scène politique, relativement à cette annonce de démission pour convenance personnelle, vous aurez remarqué que ce qui aura beaucoup plus été du commentaire des Burkinabés, c'est remis sur la table la question même de ce médiateur du Faso là, dans son existence et dans son rôle. Et pour beaucoup de Burkinabés, il n'y a pas de sens qu'on continue de maintenir une telle institution qui est
je dirais pas budgétivores, mais dont les missions, quand on regarde les plates-bandes, marchent sur celles d'autres institutions dont on pourrait se faire l'économie. Et quand vous regardez les réactions qui fusaient toutes par ailleurs, c'est ce qui est ressorti. Maintenant, j'ai dit, j'avais un avant-propos, c'était la rencontre de mardi des ministres de la Santé de l'espace UEMOA, et il est revenu sur la table le caractère impérieux de rouvrir les frontières, et on sait que l'UEMOA garantit aussi la libre circulation des personnes et des biens, donc entre les États, et donc ça doit avoir valeur. Depuis 2019, les frontières sont fermées pour cause de Covid-19. Bon, je l'abordais ici déjà au tribunal de l'actualité. Vouloir donner des conditions de réouverture pour des gages de ratio population, vaccinée, c'est utopique lorsque nous-mêmes ne pouvons pas acheter des vaccins. Donc il n'y a pas de stratégie sur des dons. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc à un moment donné, il faut s'assumer, regarder l'impact que cela a et puis voir comment est-ce qu'on peut avancer. On sait que le Burkina, c'est vrai, veut bien aller dans la dynamique, mais quand on a des pays frères comme la Côte d'Ivoire qui semblent ne pas trop être partantes, parce qu'on a pensé qu'avec le dernier traité d'amitié de coopération, c'est une question qui allait être mise sur la table et réglée très rapidement, quand on sait le caractère privilégié des rapports commerciaux qu'on a avec ce pays-là. Mais bon, ça a encore piétiné. On espère que avec le petit coup de fouet que les ministres de la Santé sont en train de donner, les choses vont changer. Et puis on a un président du Conseil des chefs d'État et des ministres, je ne sais pas comment ils disent le thème de façon plus claire, qui est quand même le président du FASO. Et on espère que dans la feuille de route, il y aura des éléments plus clairs pour qu'on avance rapidement vers cette levée-là. Parce que c'est, comme le disait Diop, qui participait pour la partie sénégalaise, c'est aux autorités de mettre fin à ces restrictions qui ne devraient pas se faire ad unam aeternam, parce que l'UEMOA aussi garantit cela, la libre circulation entre les États. Et ça, c'est très important. Merci, messieurs les juges. Merci aussi à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble sur le coup de 8 heures à la télé et à la radio pour justement juger les faits majeurs de l'actualité. Je le disais, pour ceux qui viennent nous prendre en marche, Maître Gilbert Noël Ouedraogo est notre convoqué du jour. Il est sur ce plateau au titre de coprésident du dialogue politique. Une fois de plus, merci d'être sur ce plateau. Bonjour. Alors je l'ai dit, vous êtes le président de l'ADF-RDA, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes également président de groupe parlementaire, vous êtes avocat inscrit au barreau. Est-ce qu'avec vos activités politiques, vous avez encore le temps de défendre des dossiers au niveau de la justice ? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette convocation qui m'a été faite. Elle a été adressée au chef de file de l'opposition, qui par délégation me demande donc de déférer à cette convocation. C'est par la volonté du chef de file de l'opposition et par la volonté de l'opposition politique que j'ai été désigné coprésident du dialogue politique. Et cela, il faut le rappeler et les remercier pour cette confiance. Ceci étant dit, je souhaiterais avoir une pensée pieuse pour les 5 soldats burkinabés qui sont tombés hier, et pour également toutes nos forces de défense et de sécurité, les personnes civiles et militaires que nous avons perdues ces derniers temps du fait de la situation sécuritaire de notre pays. Je voudrais renouveler notre soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et à toutes les populations résistantes du Burkina Faso. Nous sommes dans une saison pluvieuse. Il se trouve que cette saison ne se passe pas comme on le souhaiterait. Je voudrais donc souhaiter que la saison puisse très bien se dérouler, mais surtout aussi que le gouvernement puisse prendre les dispositions, puisqu'il y a le budget qui doit être adopté, pour prévoir les ressources nécessaires pour acquérir des vivres, pour mettre à la disposition des populations, afin de pouvoir anticiper sur cette situation de disette qui se profile à l'horizon. Ce d'autant plus que pour des raisons sécuritaires, beaucoup de zones n'ont pas pu être investies et cultivées par nos braves populations. Je terminerai par l'éducation pour dire que là également, nous sommes à l'orée de la rentrée. Les parents d'élèves ont des difficultés, il y a de la vie chère, il y a un certain nombre de préoccupations. Il y a le lycée Zenda qui a été fermé cette année. L'opposition s'est opposée à cette fermeture et attend toujours que des informations plus amples lui soient données sur cela et sur ce qui va être fait du lycée Zenda. Moi-même, j'ai fait le lycée Zenda, le noble Zenda.
Et nous entendons bien que ce noble Zenda qui a bénéficié à l'élite du Burkina Faso continue de bénéficier. Et ces établissements aussi qui sont en difficulté, qui ont besoin d'être refaits, nous avons le cours normal, nous avons plein d'établissements, d'infrastructures qui ont besoin d'être revus. Donc je voulais déjà commencer par cela. Maintenant, pour revenir à la convocation du jour, nous avons tenu le dialogue politique. Peut-être la question sur vos activités politiques. Je l'ai dit, vous êtes avocat inscrit au barreau. Est-ce que finalement vous avez le temps justement pour respecter, sinon honorer cette casquette-là? Je dois dire que je ne me suis jamais détaché de ma fonction d'avocat, sauf lorsque j'ai été omis du tableau parce que j'étais membre du gouvernement. La profession d'avocat pour moi, c'est une profession de rêve, c'est une vocation, c'est une profession de cœur. C'est ce qui explique d'ailleurs que dans tous mes choix, j'ai toujours été aux côtés du plus faible, de l'orphelin et de la veuve. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai décidé très jeune d'être avocat pour défendre les causes des plus faibles. C'est pour ça d'ailleurs que quand je me suis engagé en politique aussi, le premier ministère que j'ai occupé était le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale, pour manifester cette solidarité avec les plus faibles. Et je suis donc toujours dans cette dynamique. Mon cabinet, je suis en association avec d'autres avocats. Le cabinet continue de fonctionner et je ne manque pas aux activités des avocats. Mais vous savez qu'il y a eu une évolution. Nous avons plusieurs juridictions et je suis inscrit sur la liste et vous pouvez prendre des conclusions, vous pouvez plaider et je continue en tout cas autant que faire se peut de participer à toutes les activités du barreau. Et puis aussi, il m'arrive d'aller au palais. Je dois dire que c'est rare que je me rende au niveau du palais pour plaider, mais il m'arrive en tout cas de me présenter au palais pour suivre des dossiers. D'accord. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons peut-être permettre au juge de poser peut-être des questions de généralité. On commence avec le juge Var. Oui, d'accord. Question de généralité. Moi, j'ai envie de demander comment se porte le parti. Parce que les dernières actualités qu'on avait, c'était des démissions. Si c'est en gros, vous disiez c'est pas possible. Dans tous les cas, quand vous regardiez dedans, peut-être il y en a de deux, peut-être de vrais. Bon, il y avait cette polémique-là. Aujourd'hui, comment se porte le parti et puis comment vous avez géré cela? Le parti se porte très bien. Vous savez, c'est pas facile d'être de l'opposition, hein. Et nous avons cette tradition de savoir que la vie politique est faite de haut et de bas. S'il y a un parti aujourd'hui qui est le père de tous les partis au Burkina Faso, c'est bien le RDA. Et donc des vertes et des pas mûres, nous en avons connu. Nous avons connu des départs, nous avons connu des arrivées. Mais là, ce dont il s'est agi, jusqu'à preuve de contraire, c'était du départ de deux personnes qui étaient reconnues dans le parti, qui n'ont jamais pu apporter la preuve de ces 600 soi-disant militants partis, mais cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a des hommes qui sont convaincus pour ce parti, qui aiment ce parti, qui travaillent pour ce parti, et nous travaillons donc à pouvoir aller de l'avant. C'est ce qui est plus important pour nous. Et je peux dire que le RDA existe. Et quand je vois le capital de sympathie auprès des citoyens burkinabés, je dis vraiment, j'apprécie. Il y a même des gens de la majorité ou d'autres personnes qui me disent, mais vraiment, chapeau bas, quand on sait ce qui se passe. Et quand on vous voit toujours sur la brèche, en train d'avancer, nous avons du respect pour vous parce que nous savons ce que c'est que d'être à la tête d'un parti, surtout un parti de l'opposition. Et vous savez qu'aujourd'hui, les partis de l'opposition les plus en vue sont les cibles privilégiées. Et donc, mais c'est de bonne guerre. Nous sommes préparés pour cela et nous faisons face. Et notre objectif, c'est qu'un jour, nous soyons au pouvoir. Et nous pensons que cela va arriver. Nous avons même la conviction. Oui, effectivement, en lien avec cette question, vous avez menacé d'attraire ces personnes-là devant la justice. Alors, est-ce que le dossier a été actionné finalement? Oui, tout à fait. C'est vrai que nous avons beaucoup discuté. Et au sein du parti, beaucoup ont estimé que ce serait de la diversion que d'aller en justice et qu'il fallait plutôt nous concentrer sur le travail sur le terrain. Mais n'en demeure pas moins que nous avons fait servir une sommation interpellative au secrétaire général sortant qui est démissionnaire. Donc nous avons actionné la procédure à travers donc un huissier de justice. Et depuis ce temps, je pense que des contacts sont pris et que je pense que chacun veut poser la balle à terre.
D'accord. Peut-être pour revenir au sujet principal, notamment le dialogue politique, cela se déroulé en 2 rounds parce que justement l'opposition à un moment donné a décidé de suspendre pour demander qu'on s'occupe des questions prioritaires, notamment la question sécuritaire. Vous êtes revenu le 27 septembre dernier à la table du dialogue. Finalement, qu'est-ce qu'on vous a présenté comme garantie pour que justement l'opposition accepte de revenir et renouer le fil du dialogue? C'est vrai, il faut rappeler que le chef de l'État avait convoqué le dialogue en juin 2021. Plus précisément, c'était les 17 et 19 juin. Et nous avons donc pu nous entendre sur un certain nombre de points parce que nous avions insisté à l'époque pour que la sécurité soit le point principal à évoquer lors de ce dialogue politique. Il y avait bien sûr les questions relatives aux modifications du code électoral. Quand nous avons examiné la situation sécuritaire, il y a eu aussi une dégradation au cours du dialogue de la situation sécuritaire de notre pays. Et à l'époque, nous avions eu à demander, à réclamer la démission du Premier ministre et le changement donc des ministres en charge des questions de défense et de sécurité. Et entre-temps, donc, c'est l'opposition. Nous avions convenu aussi de suspendre le dialogue pour approfondir les questions électorales. Ce dialogue a été suspendu. Dans l'entretemps, la situation s'est dégradée davantage et nous avons décidé donc de suspendre le dialogue jusqu'à ce que des réponses soient données sur le terrain et que nous ayons des garanties et que nous voyons des changements intervenir. Et c'est dans ces entrefaits que nous avons organisé les marches des 3 et 4 juillet qui ont été un succès sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu l'adresse du chef de l'État, il y a eu le remaniement où le chef de l'État lui-même a pris en charge la question de la sécurité. Un ministre délégué à la défense a été nommé, un nouveau ministre de la sécurité a été nommé et le chef de l'État a pris des engagements de faire bouger les lignes. Et nous avons dit que notre protestation n'était pas dirigée contre une personne. C'est parce que nous avons à cœur l'intérêt de notre pays, le Burkina Faso, et que nous sommes les représentants de cette minorité, de ces voix qui ne sont pas entendues. Et qu'il fallait effectivement que l'opposition donne de la voix pour faire bouger les lignes. Ces lignes ayant bougé, nous avons convenu ensemble de reprendre le dialogue, mais en mettant l'accent sur le volet sécurité, pour qu'on puisse nous exposer la nouvelle stratégie, la nouvelle vision et les dispositions qui ont été prises par le chef de l'État pour assurer la sécurité au quotidien des Burkinabés. Donc c'est ce sur quoi nous nous sommes entendus et c'est pour cela que la question sécuritaire a été replacée encore au cœur de nos débats et nous avons d'abord abordé la sécurité, nous sommes passés à la réconciliation nationale avant d'aborder la question sur la révision du code électoral et toutes les autres questions subséquentes. D'accord. Juge va. Justement, lors du premier round, comme l'appelle le président, il y a eu, je pense, un exposé aussi des ministres de Défense et Sécurité, lesquels, quand on avait écouté le chef de file de l'opposition politique qui était passé ici, nous avait dit que ça n'avait pas rassuré du tout et il n'en avait pas été convaincu. Vous dites que vous avez recommencé par ces mêmes points. Il y a eu un jeu de chaises musicales concernant les figures pour les personnes qui gèrent ces portefeuilles-là. Vous avez été plus rassuré sur les discussions que vous avez eues? D'abord, je dois dire que nous avons salué les changements qui sont intervenus. Quand on prend les personnes qui ont été retenues, on ne peut pas dire que ces personnes n'ont pas les compétences pour pouvoir faire le travail. Le ministre délégué à la Défense est un général de brigade il vient d'être nommé général de brigade. Il est un spécialiste des questions de sécurité. Le ministre à la Sécurité est également un spécialiste. Ce sont d'ailleurs 2 personnes qui ont intervenu dans l'écriture de la stratégie nationale de sécurité. Maintenant, il y a les hommes, mais il faut que l'État accompagne. Il y a le président lui-même qui a pris la question à bras le corps. Et nous, justement, l'objectif de cette rencontre, c'était de voir ce qui a été fait. Et dans l'exposé qui nous a été fait, je n'irai pas dans les détails, mais il a été clairement expliqué qu'il y a une réorganisation, une réorientation, il y a une stratégie qui est mise en place pour permettre de produire des effets. Et ce que l'opposition a objecté, c'est de dire, effectivement, c'est bien. Nous voyons qu'il y a des hommes de qualité, nous voyons que le chef de l'État s'est adjugé le poste. Maintenant, nous attendons de voir les résultats sur le terrain. Et il faut que les choses avancent. Mais en attendant, nous vous donnons le bénéfice de la bonne voie. C'est une nouvelle équipe qui arrive.
cette équipe promet des résultats dans les jours à venir et nous attendons de voir ces résultats sur le terrain. C'est une stratégie qui est en train d'être mise en place et nous avons des exigences, c'est assurer la sécurité du territoire burkinabé, sauver les vies des Burkinabés, recouvrer l'entièreté du territoire burkinabé, les 274 000 km², ramener les personnes déplacées dans leur zone d'origine en toute sécurité et en toute dignité. Et ça, l'opposition y tient. Nous avons convenu aussi ensemble, toute la classe politique, majorité opposition, de nous solidariser sur les questions de sécurité. Car il y a des moments dans la vie d'une nation où il faut que vous regardiez ensemble pour sauver cette nation. Et là, nous disons, nous serons là pour accompagner si le gouvernement prend les mesures nécessaires et prend à bras le corps la question de la sécurité. Mais nous serons toujours là aussi pour pointer du doigt là où ça fait le plus mal et là où les choses doivent bouger afin que les choses bougent pour le bien des populations burkinabées. Alors, à l'entame du dialogue, il y a eu des éléments de forme qui ont failli faire échouer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes arrivés le matin, le jour du dialogue, et nous avons été, la composante opposition a été informée de ce que, par le chef de file de l'opposition lui-même, qui n'avait pas pu nous réunir parce que la veille, à 20h, il avait été saisi par le ministre de l'administration territoriale pour lui dire que ce ne sera pas, compte tenu du congrès du parti au pouvoir, les changements intervenus, ce ne sera pas le président élu qui va présider les travaux, donc co-présider les travaux du dialogue politique, mais ce sera donc au sein de la majorité le ministre Dabilgou qui a été désigné pour co-présider les travaux. Et donc il avait besoin de se concerter avec la composante majorité, étant entendu que c'est la nuit qu'il a eu cette information. Et donc nous avons demandé une suspension pour nous concerter. Et l'opposition, dans sa concertation, a estimé que l'article 3 du règlement intérieur de nos travaux disait que les chefs de délégation sont désignés donc, par le chef de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un acte du chef de l'État qui désigne un chef de délégation. Donc nous avons estimé que la procédure n'a pas été suivie et que ce n'était pas par... nous sommes en matière administrative, ce n'est pas la matière orale qui est appliquée en matière administrative. La matière administrative, c'est l'écrit. Donc il aurait fallu que le chef de l'État soit saisi par écrit, que le chef de l'État acte ce changement, que cela soit porté à la connaissance de l'opposition et que l'opposition aussi décide. Et c'est ainsi donc que l'opposition a dit, dans ces conditions, il serait bon que ce soit Maître Gilbert Noël Ouédraogo qui assure la coprésidence en attendant que l'on puisse régler ces questions. Et là, au niveau aussi de la majorité, ils ont dit, écoutez, cela ne devrait pas être. Et donc, il y a eu une suspension de séance, il y a eu des concertations au plus haut niveau, et puis les situations ont été régularisées. Le chef de l'État a acté donc, de la correspondance qui lui avait été adressée par la majorité. L'opposition a adressé une nouvelle correspondance pour dire qu'elle allait être représentée donc, par Maître Gilbert Noël Ouédraogo. Et c'est ainsi donc que nous avons repris les travaux. C'est ainsi que vous êtes revenu à la table, puisque vous l'aviez presque quitté. Non, nous n'avions pas quitté la table, non, nous n'avons même pas quitté, puisque toutes les discussions se faisaient sur place, parce que nous sommes venus à ce dialogue, parce que nous sommes conscients que le peuple burkinabé attend beaucoup de la classe politique. Et les gens sont fatigués de la politique politicienne. D'accord. Voilà. Maintenant, on va à la table, mais nous ne partons pas les yeux fermés. Nous partons les yeux bien ouverts et vigilants. Parce que nous estimons que, s'agissant des intérêts du peuple burkinabé, c'est notre rôle d'être vigilant et d'être pointilleux. D'accord. Alors, lors du précédent dialogue qui avait été suspendu, vous avez suspendu votre participation. Vous aviez estimé que le ministre de la Défense, en son temps, Chérif Sy, quand il a fait son exposé sur la situation, ce n'était pas satisfaisant. Vous avez même demandé son départ parce que pour vous, il n'était pas à la hauteur jusqu'à ce que le ministre Compaoré s'adresse aux médias et vous, maintenant, lui aussi, il a ajouté à la liste parce qu'au départ, il n'était pas sur la liste de départ demandée. Alors aujourd'hui, concrètement, quels ont été les gages qui vous ont convaincu de rester
et de valider les travaux jusqu'à la fin sur les questions sécuritaires. Je vais me répéter là-dessus. Non, parce que je vous ai très bien entendu. Oui, allez-y. C'était pas assez clair. Qu'est-ce que vous voulez que poser la question, qu'est-ce que vous souhaitez que je clarifie? Clarifier quelle est la stratégie, qu'est-ce qui a été dit concrètement? Non, je ne peux pas communiquer la stratégie gouvernementale en matière de sécurité. Je vous ai dit que il a été dit d'abord qu'il y a une réorientation, une réorganisation des forces afin d'atteindre les objectifs que nous souhaitons tous. Qu'est-ce que l'orientation vous a-t-elle été présentée? Ça nous a été présenté dans les grandes lignes de la stratégie. Et quelles sont ces grandes lignes? Je dirais que ce sont des questions hautement sécuritaires et je ne suis pas la personne la mieux placée pour venir développer cette stratégie sécuritaire. On ne vous demande pas de dans la mesure où c'est une stratégie du gouvernement. On vous demande de nous dire comme vous êtes des juges et que M. le Président est là, vous avez toute la latitude de convoquer le ministre de la Sécurité pour qu'il vienne vous présenter la sécurité, sa stratégie. Moi, je suis venu ici pour dire comment le dialogue s'est passé, quels sont les points consensuels et les points non consensuels, quelle est la position de l'opposition par rapport à cela. Et je vous ai dit que nonobstant tout ce qui nous a été dit, nous avons dit, nous serons solidaires avec nos forces de défense et de sécurité comme on l'a toujours été, mais nous voulons que les choses bougent et les lignes bougent sur le terrain. Donc c'est dit que nous avons concédé le fait de dire c'est une nouvelle équipe qui est en place, nous avons réclamé cette nouvelle équipe, elle a été mise en place, donnons-lui le temps de produire des résultats. Mais pour nous, c'est dans un très court terme. Il faut qu'on sente les choses avant les élections municipales. Et on viendra à la question des zones, par exemple, à fort défi sécuritaire. Pour nous, il faut réinstaller les gens dans leur zone. Il faut recréer les conditions pour qu'il y ait de la sécurité dans notre pays, le Burkina Faso. Et vous verrez que l'opposition, pour manifester notre solidarité, il a été proposé d'ailleurs que toute la classe politique se rende au niveau de nos cimetières, où nous avons perdu des forces de défense et de sécurité, pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité ensemble, pour montrer l'unité de la classe politique sur cette question de sécurité. Et également aussi, nous avons demandé la réhabilitation de toutes les tombes des militaires tombés, afin que ça serve de carré qui montre qu'il y a une reconnaissance de la nation. Juge Va. Moi, je pense que ce que Juge Boukma dit est très important, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai posé la question, après le temps de questions et de l'élan est revenu à Juge Boukma, moi aussi, je n'ai pas été satisfait relativement à la réponse que moi j'ai reçue. C'est vrai que dans votre argumentaire, vous commenciez par présenter le profil des deux venus, et après vous avez parlé de la stratégie. On ne sait pas si c'est la réorientation qui vous a convaincu, ou bien c'est le changement juste de personnes, parce que vous pensiez que les autres étaient peut-être d'une certaine incompétence. Donc on attendait d'en avoir davantage là-dessus. Et puis, n'oublions pas aussi que ce n'est pas le premier dialogue politique, et ce n'est pas la première fois que sur le dialogue politique, la question qui soit celle prioritaire, soit celle sécuritaire. On a eu un dialogue où dans le détail, vous avez fait des propositions sur les questions sécuritaires, avec le traitement même des FDS, avec les questions de l'armement, des solutions à apporter, et même de la question de cohésion sociale au sein et tout, et même beaucoup d'autres éléments, on l'a déjà eu. Maintenant, cette fois-ci, vous avez posé le problème de la sécurité comme étant celui qui, s'il n'est pas mis en avant, on ne continue pas. Mais quand on revient, après, on a les conclusions. On se rend compte que ça, c'est mis en parenthèse, mais après, on est sur les questions vraiment électoralistes. Donc, on s'est dit, pourquoi est-ce que on a tapé du poing sur la table, on s'est levé et on est revenu? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Là-dessus, on n'a pas un vrai fond. Je pense que la question de Bernard, quand il la repose, elle est tout à fait indiquée. Je voudrais bien comprendre. Donc, vous auriez souhaité que l'opposition quitte le dialogue politique? C'est vous qui décidez. Hein. Nous, on constate que. Mais après, les gens vous font le procès. Après, les gens vous font le procès de ce que ça n'a été. Vous n'avez que ça fait sur une vague. À un moment donné, il y avait un sentiment fort au Burkina où la réponse au terrorisme ne satisfaisait pas. La preuve, la plupart des Burkinabés qui sont sortis, ils l'ont fait d'abord avant vous, avant que l'opposition n'appelle à une quelconque marche. On se rappelle, et on en a fait le point ici, des reportages, Djibo, Titao, il y a eu plein de marches un peu partout, avant que l'opposition n'accepte de sortir. Comme si l'opposition avait saisi au bon un genre de satisfaction généralisée. Et ça, il y a eu ces reproches-là.
Aujourd'hui, vous revenez sur la table des discussions alors que la réalité, elle est la même. Vous dites que vous avez été convaincu d'un certain nombre d'éléments. On demande, mais lesquels? Je crois que ça aussi, c'est naturel. Mais si vous me permettez, je pense quand même que les réponses sont claires et que je suis surpris quand même de la réaction qui est la vôtre. Je vous ai dit, l'opposition, il faut savoir que le dialogue est une continuité. D'abord, nous avons développé un certain nombre d'arguments lors de la première session. Et rappelez-vous que c'est une suspension de la session. Donc nous sommes dans la continuité du premier dialogue. Et les points sur lesquels nous sommes intervenus, nous n'allons pas revenir dans le cours de la même session sur les mêmes points. Et le dialogue, c'est un ensemble. Et nous avons pris en compte les premières préoccupations qui avaient été développées, qui demeurent toujours nos préoccupations. Maintenant, là, il s'agissait pour moi, ce que j'ai compris de vous, de rendre compte uniquement des 2 jours de dialogue que nous avons tenus. Et ces 2 jours de dialogue viennent compléter les premiers jours des 17-19 juin que nous avons eu. Et pour ces 2 jours de dialogue, nous avions demandé qu'on nous présente la stratégie sécuritaire. Qu'est-ce qui va être fait? Et à ce niveau, il y a un certain nombre d'éléments d'information qui nous ont été communiqués et je vous ai dit qu'ils ont demandé du temps. Et nous savons qu'il y a des efforts à faire. Et par rapport à cette demande de temps, nous avons insisté pour dire qu'il est important que les résultats soient perçus sur le terrain. Au-delà de cela, qu'est-ce que vous vouliez que nous on fasse comme opposition? Ou bien vous pensez que nous devons quitter la table et dire tant qu'il n'y aura pas de résultats, on ne se revoit plus? Nous ne pensons rien. Nous analysons vos gestes. J'ai le sentiment, en tout cas, que c'est un souhait émis par le tribunal. Et si c'est le souhait aussi, bon, on pourra analyser davantage ce souhait. Souffrez aussi qu'on jette le regard qu'à un moment donné, on s'est dit il y a une réalité qui met peut-être la majorité très mal à l'aise parce que son offre n'est pas assez calibrée et on regarde, on voit que sur le terrain, il n'y a pas la satisfaction partagée par les Burkinabés. Et vous surfez sur cette vague, c'est l'impression qu'on a eue. Et je dis, quand on prétexte de cela pour dire on quitte la table, on s'est dit aussi quand vous revenez que vous continuez les discussions, que vous nous donnez les vrais points qui ont été les gages qui vous ont été donnés et qui vous ont rassuré. Maintenant que vous êtes rassurés, nous on est tranquille. D'accord. Il faut qu'on fasse cette analyse. Je voudrais quand même rectifier quelque chose. Nous n'avons pas surfé sur une vague. En fait, je pense qu'il faut qu'on parte sur la base d'une confiance. Vous avez d'abord dit qu'il y a eu des mouvements qui ont été faits et que l'opposition est venue et a surfé. D'abord, il faut savoir que nous sommes partie intégrante de la population burkinabé. Nos militants ont pris part à toutes ces manifestations. Nous n'avons pas donné de mot d'ordre visant à interdire ces manifestations parce que c'est le vécu quotidien des Burkinabés. Et quand nous avons appelé à cette marche, rappelez-vous, on nous a dit qu'on ne pouvait pas organiser en si peu de temps ces marches. Tout le monde avait parié pour l'échec de ces marches. Ces marches ont été un succès. Nous n'avons pas surfé sur une situation. Nous avons fait le constat d'une situation qui était une situation de dégradation de notre sécurité. Nous savons effectivement qu'avec les changements intervenus, nous n'avons pas encore atteint les résultats escomptés. Mais que vouliez-vous que nous demandions encore? Qu'on change encore alors que ces ministres venaient d'être nommés? Nous estimons qu'il y a des concessions à faire. C'est pour cela que je vous ai dit, nous ne sommes pas dans la politique politicienne. Nous ne sommes pas dans la surenchère. Ce que nous voulons, et je l'ai rappelé, même la première fois on l'a dit, nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne sommes pas contre le Premier ministre. Nous ne sommes pas contre les ministres qui ont été relevés. Nous sommes pour le Burkina Faso. Et là, effectivement, les nouveaux ministres qui ont fait les présentations ont montré qu'ils ont une stratégie qu'ils sont en train de mettre en place et que nous allons avoir des effets très bientôt. D'accord. Mais nous attendons les effets. D'accord. Et si maintenant nous n'avons pas les résultats, vous nous entendrez à nouveau. Et à ce moment encore, vous direz que l'opposition recommence à surfer. On s'est compris sur les questions de préalable. Maintenant, on va s'intéresser sur le cœur du sujet. Il y a eu la question sécuritaire, mais il y a eu également les questions de réforme électorale. Il y a eu la réconciliation nationale. Parlant de réforme électorale, la plus grande, c'est notamment le vote, le mode de désignation des maires. Sur ce sujet-là, on est tous d'accord. Il faut aller vers un suffrage universel direct. Mais la question, c'est quand est-ce qu'on le met en œuvre, le timing. Au niveau de l'opposition, on propose 2027. La question a été posée hier, je vais vous la reposer. Est-ce que c'est une prudence ou bien c'est un calcul politique?
c'est juste une mesure de sagesse. Une mesure de sagesse parce que nous pensons que la plupart du temps, toutes les réformes qui ont été faites de manière hâtive ne produisent pas les résultats escomptés. En réalité, il est bon que j'aille dans le détail pour vous dire de quoi il s'agit et quels sont les schémas qui sont proposés. Nous sommes arrivés à un consensus au niveau de la majorité de l'opposition sur le vote des maires par le suffrage direct et sur le vote des conseillers municipaux au niveau des villages et des secteurs. Mais il y a une nuance dans ce que nous appelons le suffrage universel direct uninominal et ce que la majorité appelle suffrage universel uninominal direct. Quelle est cette nuance ? Et pourquoi l'opposition demande à ce qu'il y ait plus de précision et qu'on prenne le temps pour peaufiner ces éléments avant de passer au vote en 2027 ? S'il y a une composante qui était pour le suffrage universel direct, c'est bien l'opposition. Maintenant, pourquoi nous disons en 2027 ? D'abord, sur le plan purement technique, nous estimons que cette réforme engendrera des changements tels que, en quelques mois, on ne pourra pas les mettre en œuvre correctement. Mais deuxièmement, comme je l'ai dit, ce que la majorité propose comme suffrage universel direct, à notre sens, n'est pas un suffrage universel direct. C'est quoi la différence ? C'est un suffrage, en réalité, de liste. C'est un scrutin de liste. Et c'est même un vote lié. Et l'opposition s'est opposée à ce vote lié. Qu'est-ce que nous entendons par suffrage universel direct pour l'élection des maires ? La mise en place d'une urne pour l'élection des maires. Donc, tous ceux qui veulent compétir comme maire se signalent et il y a une urne avec les noms des compétiteurs et on vote pour les maires. Et tous ceux qui veulent être conseillers municipaux, ils ont leur bulletin de leur parti politique et on vote pour eux. Pour la majorité, le suffrage universel direct, c'est de garder le statu quo comme nous sommes, mais de mettre à la tête de chaque bulletin, de chaque parti, le nom de celui qu'ils ont désigné comme maire. Nous disons non. Ça, c'est un vote lié. Ça, c'est pas le suffrage universel direct. Et ils veulent une seule urne. En réalité, c'est quoi ? C'est là où il y a le calcul politique. Nous avons des problèmes pour désigner nos maires. Nous allons obliger tout le monde à voter notre maire parce qu'il est obligé, en tant que conseiller municipal, s'il veut passer, de voter le bulletin du parti, puisque c'est là-bas qu'il y a le nom du maire. Nous disons ça, c'est pas un suffrage universel direct. Si c'est pour ça, autant rester au statu quo, où on va voter les conseillers municipaux et puis passer. Voilà un peu la différence de point de vue entre la majorité et l'opposition. Deuxièmement, nous avons proposé que l'on puisse élire le maire au suffrage universel direct à 2 tours. La majorité avait proposé à 1 tour. La concession a été faite d'aller à 2 tours parce qu'ils disaient qu'il y avait une question de coût. On a dit non. Si on veut que le maire soit légitime, on comprend ce qu'eux disent. Parce que pour eux, à 1 tour, dès lors que c'est un vote lié, tu n'as pas le choix entre le maire et le conseiller municipal. Ben, à ce moment-là, effectivement, c'est facilement, on a la majorité dès le départ, ou bien même avec 15%, si vous êtes devant, vous passez. Nous disons non. Le maire doit, par sa propre personne et par sa stature, avoir au premier tour 50%. S'il n'a pas 50%, on passe à un deuxième tour. On élit les conseillers municipaux à part. Eux, ils nous disent non. On est d'accord pour le suffrage, mais nous disons que c'est le suffrage universel uninominal direct. Ce n'est pas un scrutin de liste, parce que nous, on a dit ce que vous dites là, c'est un scrutin de liste. Ils disent non, il y a la liste des conseillers, mais il y aura la liste, chaque parti. Donc, la DFRDA aura ses conseillers municipaux dans chaque secteur, dans chaque village, mais va mettre le nom de celui qu'il désigne dans la commune comme maire au-dessus du bulletin ADFRDA. Nous, on va mettre aussi nos noms de nos maires, et puis quand chacun arrive dans l'urne, vous avez les bulletins de tous les partis politiques. On dit non. Je peux vouloir voter la DFRDA comme maire, mais vouloir voter un parti de la majorité comme conseiller. Alors, si je n'ai pas cette liberté, pourquoi aller à ce n'est pas un suffrage universel direct. D'accord. Juge Bougma. Bon, comme je suis partisan de ce suffrage universel direct-là,
Je suis, par rapport à ça, c'est un commentaire que je fais, effectivement, permettre que, comme présidentielle et législative, j'ai eu la liberté de voter un candidat à la présidentielle et une autre personne à la députation. Ça, c'est ma liberté de dire, lui, là, il peut être un bon président pour moi, mais lui, là, il peut être un bon député à l'Assemblée nationale. Donc, au niveau commune, je voudrais avoir également cette liberté, effectivement, de voter X comme maire et de voir parmi ceux qui sont proposés comme conseillers, compte tenu de la qualité de la liste de tel ou tel parti politique, aussi pouvoir changer. Maintenant, si on m'oblige à voter, c'est-à-dire si je choisis X comme maire, je suis obligé de valider en même temps ces conseillers. Là, ma liberté aussi est plus ou moins réduite. Et là, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis d'accord avec la posture, je l'assume, de l'opposition qui permettent aux citoyens de faire la liberté du choix jusqu'au bout pour que son vote final puisse compter et qu'il assume lui-même son vote. Pour dire, j'ai commis une erreur en choisissant X ou en choisissant Y. Ou bien j'ai fait un bon choix. Mais si c'est lié à la fin également, le bon choix, parce que vous voulez X comme maire, mais quand vous regardez la liste de certains conseillers qui ont dealé les parcelles dans votre secteur, qui ont spolié des gens qui, à un moment donné, vous faites quoi? Donc ça, c'est le commentaire que je fais. Mais maintenant, 2020, vous dites de reporter. Est-ce que c'est suffisant pour reporter? Pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas trouver un autre mécanisme pour pouvoir vous entendre, ou chacun campe vraiment sur ses positions? Disons que nous avons dit que nous allons reverser la question au comité de suivi du dialogue politique sur les modalités, pour nous entendre sur les modalités 2 heures, 1 heure. Mais au-delà de cela, nous pensons que pour permettre aux citoyens de s'approprier le processus électoral, parce que n'oublions pas que si on désigne des maires, c'est pour les citoyens, ce n'est pas pour les maires eux-mêmes. Et pour nous, il y a un temps d'adaptation, un temps de compréhension auprès de la population, et il faut une communication qui permette à tout le monde de comprendre. Figurez-vous que même dans la salle, nous qui sommes les présidents de parti, qui sommes ceux qui sont censés éclairer, nous avons mis du temps avant de pouvoir chacun comprendre ce que l'autre voulait dire. Puisque quand on parlait, on disait qu'on disait la même chose. Mais quand on a dit allons-y aux exemples, on s'est rendu compte qu'on ne disait pas la même chose. Chacun dit non, oui, je suis pour le suffrage universel. On dit mais attendez là, allons-y au concret. C'est combien d'urnes? C'est là on dit non, nous c'est une seule urne. Nous on dit non, nous c'est 2 urnes. Et puis bon, c'est quel mécanisme? Voilà. Donc il y a ce débat. Mais il y a aussi qu'à un moment donné, la CENI nous a dit, sans pour autant prendre position, nous voulons seulement attirer votre attention sur le fait que tout ce que nous faisons actuellement est calibré sur le système actuel. Si vous voulez changer du système, c'est votre liberté, c'est votre droit, mais à ce moment-là, notez que cela peut influer sur le calendrier électoral avec un léger décalage. Tout à fait. Voilà. D'accord. Juge War. Oui, c'est très intéressant le détail qu'on a, parce que nous, le point qu'on a eu, on a eu comme l'impression qu'on s'est tous entendus sur quelque chose, mais on ne s'entend pas seulement sur la date. Exact. Alors que là, c'est vraiment différent, parce que dans le fond, il y a vraiment des propositions qui peuvent impacter différemment. Et je suis entièrement d'accord. Un maire qui est élu directement par ses populations, c'est comme un super conseiller, hein, parce que les autres conseillers aussi sont élus à côté. Mais est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans les mêmes problèmes qu'on veut éviter, où on a des maires qui se retrouvent en minorité dans leur conseil et qui se retrouvent encore, par moments même avec l'évolution des choses, bloqués. Et la mairie aussi. C'est-à-dire que même si on a un maire qui se retrouve peut-être à avoir la sympathie de population, c'est bien. Maintenant, il se retrouve aussi avec des conseillers qui ne sont même pas de son parti. C'est-à-dire la majorité de ces conseillers ne sont pas de son bord. On risque pas encore de se retrouver dans ces mêmes blocages. C'est peut-être la question que je pose. Vous avez tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé justement de prendre le temps de la réflexion pour la mise en œuvre, de nous mettre d'accord sur le principe, parce qu'en réalité, tout ça, ça peut se gérer. Ça se gère de quelle manière? C'est d'abord que si on fait une élection à 2 tours, on est sûr d'abord que le maire est élu à la majorité. C'est un scrutin majoritaire à 2 tours. Mais ce qu'on peut faire, c'est de mettre des dispositions, puisque l'objectif, en fait, une fois que le maire est élu au suffrage universel direct, c'est pour la durée du mandat. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a certains qui donnent automatiquement un pourcentage au maire en termes d'élus, parce qu'il a été élu, il a eu une certaine légitimité qui
qui permet donc qu'on lui donne un quota minimal pour lui permettre d'assurer sa sécurité et la stabilité. Il y a aussi les dispositions qui prévoient que le maire est inamovible. Il y a des dispositions qui prévoient aussi, par exemple, la plupart du temps, le blocage, c'est au niveau du budget. Il y a les zones où cela est appliqué, par exemple, on prévoit que si le budget n'est pas adopté une première fois, il peut être convoqué il peut avoir une deuxième convocation. À la deuxième convocation, s'il n'est pas adopté, le maire procède par décision. Et il fonctionne avec son budget. Et ça a l'avantage d'amener les conseillers à après discuter avec le maire, parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de moyens pour le bloquer au niveau de son budget. Première fois, ils font leur observation, ils s'entendent avec le maire, ou ils ne se sont pas entendus, on fait une deuxième convocation, ils reviennent encore, le maire va faire des concessions forcément, puisqu'il sait qu'il n'a pas cette majorité. La deuxième fois encore, il y a un blocage, tout le monde sait que, après ce blocage, c'est le maire qui décide. Donc, il y aura des ajustements qui vont être faits, parce que l'idée, c'est de ne pas bloquer la commune et de faire fonctionner la commune. Mais il peut avoir aussi des avatars, parce qu'un maire trop fort et une session de conseil beaucoup plus faible, c'est un contrôle en interne qu'on affaiblit aussi. Disons que les mécanismes aussi de contrôle extérieur vont exister. En fait, c'est un choix. Il y a les avantages et les inconvénients. En fait, le maire devient comme le président du Faso. Il est élu pour 5 ans. Et c'est comme le président de l'Assemblée. Il y a des députés, il y a le président de l'Assemblée. Mais s'il est élu, c'est pour les 5 ans. Donc là aussi, ce sera ainsi. Et moi, j'ai vu dans des démocraties occidentales, notamment au Danemark, par exemple, quand le maire est élu, il est élu pour la durée de son mandat. Sauf si on établit donc qu'il y a une faute professionnelle grave. C'est là où on peut remettre en cause son mandat. Sinon... On va revenir sur un dossier aussi qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est notamment la question de la réconciliation nationale. Vous en avez discuté. Là également, il y a divergence de points de vue. Au niveau de l'opposition, on estime qu'il faut suspendre les dossiers et les fondre dans le cadre du processus engagé par le ministre Zéphirin Diabré. Au niveau de la majorité présidentielle, on estime qu'il faut laisser la justice suivre son cours avec le triptyque vérité, justice, réconciliation. Alors, ce que vous proposez concrètement, est-ce que c'est vrai que la réconciliation nationale est encadrée par une vision politique, mais demander de suspendre les dossiers, ça relève du judiciaire. Est-ce qu'on ne demande pas au chef de l'État d'aller au-delà de son pouvoir ? Je voudrais terminer d'abord sur le point qui était juste pour dire que, en fait, si l'opposition demandait justement qu'on aille en 2027 pour la mise en œuvre, c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas un calcul politique, mais c'est plus une démarche de prudence et de sagesse et de réalisme. D'accord. Parce que nous pensions qu'il faut peaufiner toutes ces questions-là. Et il faut aller dans le détail de ces questions justement. Une fois le maire élu, comment on fait et tout ça. Et si ça c'est réglé, nous pensons que d'ici là, on peut régler ça. Et maintenant, préparer les gens et tout le monde. Il y a une transparence, on sait comment nous partons aux élections. Et en 2027, on met ça en œuvre. Maintenant, je reviens donc à la question sur la réconciliation nationale. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes qu'il faut faire la réconciliation nationale. Même ceux qui sont intervenus sur la sécurité, les deux ministres ont mis l'accent sur la nécessité de la cohésion nationale et que c'est un gage qui pourrait nous aider à retrouver une stabilité pour notre pays. Maintenant, nous avons des dossiers qui sont en cours. Il y a, donc, on nous a exposé le processus de réconciliation qui est en cours et les différentes étapes et l'organisation du forum qui est prévue en janvier 2022. Alors, l'opposition a posé la question de savoir, mais comment on gère la concomitance entre les procès annoncés et le processus de réconciliation nationale. C'est vrai, on dit triptyque, vérité, justice, réconciliation nationale. Mais on voit que les calendriers, il y a un risque que les calendriers s'entrechoquent. Comment on gère cette question-là ? Voilà, la préoccupation de l'opposition. Monsieur les juges, réactions ou questions par rapport à ce chapitre ? Oui, mais votre proposition, concrètement, c'était laquelle ? Oui. Qu'on reverse là beaucoup plus sur le volet de réconciliation. Tout à fait. C'est-à-dire que pour nous, en fait, il n'est pas question que quelqu'un échappe à la justice. Mais ce qui nous a été expliqué, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale qui va travailler à préparer le forum de réconciliation nationale. On va prendre en compte toutes les questions développées au niveau des communes. Et le forum, en fait, va établir le schéma de la réconciliation nationale. C'est le forum qui va décider. Alors, si le forum doit décider, alors qu'on a déjà anticipé sur un certain nombre de situations, comment le forum décide sur ces questions ? Voilà la préoccupation
de l'opposition. C'est une préoccupation liée au calendrier. Oui, comme vous dites que c'est une préoccupation liée au calendrier, bon, mais parce que nous, on a compris que l'opposition demande qu'on dépose tous les dossiers judiciaires et puis qu'on aille pratiquement à la réconciliation, quoi. Bon, en tout cas, c'est comme ça on a compris. Mais maintenant, il y a aussi la démarche des assises et puis un forum. Est-ce que ça a été à l'ordre du jour? Mais justement, oui, on a eu des informations. Justement, c'est à cette occasion-là sur la démarche. D'abord, il y a eu les rencontres au niveau des différentes communes. Et il y a eu, donc, comme je le disais tantôt, il y aura le Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation qui va être mis en œuvre. Et des concertations qui vont aboutir maintenant au forum. Et le forum va regrouper le maximum possible de forces vives de la nation. Et il y aura des termes de référence pour ce forum-là. Et c'est ce forum qui doit dérouler maintenant la feuille de route de la réconciliation. Parce que le forum sur la réconciliation nationale n'est pas un forum de réconciliation nationale. C'est un forum qui va se pencher sur la démarche à suivre. Parce qu'il y en a qui disent justice, oui, vérité, justice, réconciliation. Il y en a qui disent justice transitionnelle. Il y en a qui disent justice moderne. Il y en a qui disent... Donc, c'est ce forum-là qui va dire d'abord quelle démarche nous prenons. Alors, si on a déjà réglé les questions avant le forum, la démarche, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, vous dites la justice classique devrait attendre. Nous disons que si nous sommes dans une démarche de réconciliation nationale, on devrait en tenir compte. Parce que l'objectif, c'est cela. On n'a pas dit... Et dans l'exposé, d'ailleurs, qui nous a été fait, il a été dit, écoutez, il y en a qui trouvent leur compte dans la vérité, il y en a qui trouvent leur compte dans la réconciliation nationale, il y en a qui trouvent leur compte dans la justice. Donc, il va falloir après piocher pour faire en sorte que chacun ait son compte dans le processus. C'est ça la réconciliation. Parce que vous ne pouvez pas forcer les gens à se réconcilier. Les gens se réconcilient parce que, d'abord, ils veulent se réconcilier. Ils sont dans l'état d'esprit de la réconciliation. Si vous ne mettez pas les gens dans l'état d'esprit d'une réconciliation, vous ne pouvez pas, que ce soit les victimes ou que ce soit les personnes condamnées, on a besoin de toutes les deux parties pour aller à la réconciliation. D'accord. Maître Gilbert Ouedraogo, une dernière question. C'est vrai qu'on l'a dit, il y a eu des avancées, mais il y a des points d'achoppement. Pour ces points de blocage, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a une autre session qui est prévue pour que chaque partie ait le temps d'affiner pour qu'on se retrouve? Ou bien c'est laissé à l'arbitrage du chef de l'État? Il avait été clairement indiqué depuis le début du dialogue que les points consensuels seraient mis en œuvre et pour les points non consensuels, il appartiendra au chef de l'État de trancher sur la question. Donc, il y a certains points sur lesquels il y a des accords, il faut les peaufiner. Là, c'est au niveau du comité de suivi, puisque vous savez que chaque composante a 7 représentants, plus le ministère de l'administration territoriale qui est au niveau du comité de suivi, qui suit la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique. Maintenant, pour les points non consensuels, c'est le chef de l'État qui tranchera sur ces points non consensuels au vu des éléments qui lui ont été fournis. Maître Gilbert Noël Ouedraogo, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes venu sur ce plateau au titre de coprésident du dialogue politique. Ensemble, nous avons décortiqué les conclusions de ce dialogue-là qui s'est ouvert le 27 septembre dernier. Merci d'être passé. Merci aussi, messieurs les juges, pour ces clés de lecture-là. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM. Merci.